Donc bonjour tout le monde. On va essayer de survoler un peu l'examen de l'oculomotricité qui va nous aider à comprendre quand même, c'est-à-dire pour bien examiner, il faut comprendre le rôle de chaque muscle avant d'aller chercher la topographie donc du nerf correspondant. Donc il faut bien connaître la fonctionnalité des muscles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est d'abord que l'être humain est doté d'une vision binoculaire, c'est-à-dire l'utilisation synchrone des deux yeux donc pour la vision. Et les atouts de cette vision binoculaire, c'est qu'elle nous permet d'avoir un champ de vision donc plus large, puisqu'on a un champ binoculaire de 120 degrés, en plus des champs monoculaires latéraux, ce qui nous donne vraiment une vision panoramique, donc élargie. Mais également de détecter des objets émettant des rayons lumineux de très faible grâce à la sommation binoculaire et d'avoir une vision stéréoscopique, c'est-à-dire la capacité de voir la profondeur et donc d'évaluer les distances donc, des objets. Alors, mais cette vision binoculaire, elle est contrainte par un environnement qui bouge, mais également donc, une tête et un corps qui bougent. Et donc, on a besoin d'un système oculomoteur performant pour permettre d'avoir cette vision optimale. Alors donc, le système oculomoteur et par conséquent les mouvements de l'œil dépendent de plusieurs structures anatomiques qui agissent en synergie pour stabiliser les deux globes oculaires sur l'image à percevoir. Donc, une perturbation, donc on a une seule image qui se crée sur la rétine, et une perturbation de l'oculomotricité va donc se manifester, puisque les yeux ne seront plus synchrones, il va se manifester essentiellement par une diplopie. Mais parfois, les troubles sont anciens, et donc le patient ne les rapporte pas tellement sous forme donc, de diplopie. Ça peut se manifester par une vision un peu floue, par des sensations vertigineuses, par une oscilloscopie. On les a essayés, oui, c'est une vidéo. Je pense qu'il faut enlever le pointeur, c'est ça? Merci. Voilà, donc vous voyez que quand le patient il marche, il voit donc l'oscilloscopie, l'environnement qui bouge. Et donc le système oculomoteur va essayer de stabiliser l'environnement à ce moment-là, ou bien le patient se présente tout simplement avec une tête inclinée. Alors, pour comprendre tout ça, donc, on va faire un petit rappel anatomique donc, des muscles oculomoteurs. Donc, comme vous le connaissez, vous avez donc, les muscles, le droit supérieur, le droit inférieur, interne et externe, mais aussi l'oblique supérieur et l'oblique inférieur, qui dépendent donc, du 3 pour la majorité, en dehors du grand oblique ou de l'oblique supérieur qui dépend du 4, et de l'abducens qui dépend donc, du droit externe qui dépend de l'abducens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces muscles droits, ils s'insèrent en avant de l'équateur de l'œil, donc vous le voyez, donc ils sont vraiment en avant donc, de l'équateur de l'œil, alors que les muscles obliques s'insèrent en arrière de l'équateur de l'œil, et plus spécifiquement au niveau du cadran postérolatéral, ce qui vous permet de comprendre que quand ces muscles vont se contracter, ils vont basculer l'œil vers l'intérieur, donc on a des mouvements de rotation ou des mouvements donc d'abduction ou d'adduction. Donc là, c'est important pour comprendre cette insertion. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que seul le muscle droit interne a un trajet rectiligne. Les autres sont inclinés latéralement, et donc quand ils sont contractés, donc ils vont induire donc des mouvements pas vraiment direct du globe oculaire, et ce qui explique la sémiologie qu'on va voir par la suite. Alors, donc ce globe oculaire, donc, on a 3 axes de mouvement oculaire, un axe horizontal, un axe vertical et un axe antéro-postérieur. Et donc, on aura 3 types de mouvements, des mouvements d'élévation et de dépression, des mouvements d'adduction et d'abduction, mais également des mouvements de rotation interne et externe, donc ce qu'on appelle une extorsion ou une intorsion. Alors, pour voir la latéralité. Donc, la latéralité est essentiellement assurée par les muscles droits externes et internes, vous le comprenez bien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez l'axe de l'œil à ce niveau-là. Et je rappelle ici que vous avez l'axe de l'œil et l'axe de l'orbite, ce qui sont complètement différents avec un angle de 23 degrés. C'est important à comprendre. Donc, pour le droit externe et le droit interne, donc leur axe d'insertion est parallèle
donc à l'axe visuel. Et donc leur contraction va donner un mouvement dans un seul axe. Et donc le droit externe va entraîner une abduction et le droit interne va donner une adduction. Donc ils ont un seul mouvement. Donc, mais accessoirement, il y a d'autres muscles qui participent à l'adduction. Ça, c'est juste pour introduire les mouvements accessoires des autres muscles. Donc, l'adduction par les doigts supérieurs et inférieurs et l'abduction par les obliques. Alors, pour les muscles de la verticalité, on a des muscles abaisseurs de l'œil et des muscles élévateurs. Alors, les muscles abaisseurs de l'œil, eh ben, c'est le grand oblique et le droit inférieur. Alors, regardez donc leur insertion. Alors, le grand oblique, voilà l'axe de l'œil et voilà l'axe du muscle, donc grand oblique. Donc, quand il va se contracter comme ça, il va basculer l'œil en bas. Mais ce n'est pas uniquement ce mouvement, puisque là, cette insertion postérolatérale, la contraction va entraîner une rotation, une intorsion donc de l'œil, puisque le globe oculaire va être attiré vers ce côté-là. Donc, il est abaisseur, il est intorseur, mais il est également abducteur. Donc, il va entraîner, donc c'est down and out pour l'oblique supérieur. Pour le droit inférieur, la même chose, vous voyez, il n'est pas parallèle à l'axe, donc il va se contracter, bien sûr, il est en bas, donc il tire, donc le globe oculaire va s'abaisser, mais il est également extorseur, donc on va voir, donc quand il va se contracter là, il va orienter donc le globe oculaire en externe, donc c'est down and in. Alors pour les muscles élévateurs, eh ben c'est le muscle oblique inférieur, et vous le voyez comme ça, donc il est inséré sur la partie postérieure et latérale du globe oculaire, et sur la partie interne donc de l'orbite. Donc quand il va se contracter, donc il va tirer le globe oculaire de ce côté-là, donc il sera intorseur. Donc il va entraîner une rotation interne donc du globe, et comme il a une direction antéro-postérieure, donc il va élever l'œil, puisqu'il va le tirer d'en bas, il va élever l'œil, donc c'est un muscle élévateur et extorseur. Et le muscle donc droit supérieur, c'est logique, donc là sa contraction va entraîner donc une élévation donc de l'œil, et le fait qu'il ne soit pas parallèle, il va entraîner une adduction. Alors, juste un autre élément pour expliquer l'action de ces muscles droit supérieur et inférieur. Je rappelle toujours cet angle qui sépare donc l'axe visuel et l'axe donc du muscle. Et vous voyez que si l'œil est en adduction, donc si on tourne l'œil un peu en abduction, eh ben, il sera parallèle à l'axe de l'œil, et donc le mouvement d'abaissement et donc d'élévation du globe oculaire sera parfait. Mais si le globe oculaire est en adduction, on le voit ici, il va perdre, il n'a pas suffisamment de force pour tirer l'œil en haut ou l'abaisser en bas, et donc à ce moment-là, quand il va se contracter là, on est à 90 degrés par rapport à l'axe visuel. Quand il va se contracter, il va donner une rotation donc interne de l'œil, et pour le droit inférieur, il va donner une rotation externe donc de ce côté-là. Et donc, d'où c'est des mouvements plutôt torsionnels. Donc, quand l'œil est en adduction, les droits supérieurs et inférieurs ne peuvent pas assurer l'abaissement, les mouvements verticaux. Donc, on a besoin d'autres muscles qui sont les muscles obliques. Donc, quels sont effectivement donc, les muscles de torsion? Donc, ils sont utiles tout simplement quand on incline la tête ou le corps. Donc, on a besoin d'une rotation du globe oculaire pour maintenir l'image horizontale, l'environnement donc horizontal. Alors, les muscles intorseurs, retenez que ce sont les muscles supérieurs, c'est-à-dire le droit supérieur et donc le petit oblique. Et pour les muscles extorseurs, c'est le muscle inférieur, c'est-à-dire le droit inférieur et l'oblique inférieur. Donc là, je vous ai expliqué cette action rotatrice donc des muscles donc droit inférieur et droit supérieur. Et là, juste l'image pour vous montrer quand l'oblique supérieur se contracte, eh ben, il va tirer, il va basculer l'œil vers la partie interne. Donc, on aura une rotation interne, alors que l'oblique inférieur, il est en bas, et il va tirer en avant. Donc, on aura une rotation externe. Alors, juste pour rappeler que, étant donné cette direction des muscles qui n'est pas parallèle à l'axe visuel, le droit supérieur, comme on a dit, il est élévateur et rotateur interne. Et l'oblique inférieur, également, il est élévateur, c'est ce qu'on a vu, et rotateur externe.
Pour le droit inférieur, il est abaisseur, donc il est abaisseur et rotateur externe, puisqu'il tourne l'œil de ce côté-là, et l'oblique supérieur, il est toujours donc abaisseur et rotateur interne. Donc ces actions opposées de rotation interne et de rotation externe va être annulée et donc ces muscles vont entraîner un mouvement vertical et donc chaque muscle droit a besoin de son opposé oblique pour assurer le mouvement d'abaissement ou d'élévation du regard. Donc en résumé, le droit externe c'est l'abduction, c'est facile. Le droit interne, c'est l'adduction. Mais le droit supérieur, donc retenez cette image qui est très intéressante. C'est-à-dire, vous dessinez votre œil, vous avez le droit interne et le droit externe. On a le droit supérieur qui est élévateur. Et en même temps, donc, ça vous permet de mettre cette flèche vers... Donc, il est rotateur interne, un peu adducteur. Le droit inférieur, il abaisse l'œil et il est rotateur externe. Et là, comme on a le muscle oblique supérieur qu'on a dit qui est abaisseur, on va le mettre en bas. Et donc, ça vous permet donc les muscles abaisseurs en bas, les muscles élévateurs en haut. Et donc, vous aurez les mouvements, comment ils se font. Donc, il est rotateur interne et abducteur, rotateur interne et abducteur. Donc, quand vous dessinez ce schéma, vous placez les muscles, vous allez pouvoir déduire et vous rappeler les différents mouvements induits par chaque muscle. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'on a une seule action pour le droit externe et interne, parce qu'ils sont parallèles à l'axe visuel. Les muscles supérieurs sont intorseurs, les muscles inférieurs sont extorseurs, les muscles obliques sont abducteurs et les muscles droits sont adducteurs. Et ces muscles agissent en synergie pour des mouvements conjugués des yeux. Toutefois, tout ce qu'on vient de dire, c'est tout ce qui est représenté là. Vous avez l'oblique inférieur, l'oblique supérieur pour dire que c'est des muscles abaisseurs, des muscles élévateurs, etc. Mais pour les examiner, c'est différent. Pour les examiner, on va voir. Alors, pour examiner les muscles de latéralité, on va demander au patient, toujours se basant sur le principe de cet parallélisme à l'axe visuel, on va demander au patient de regarder en dedans pour le droit interne et en dehors pour le droit externe, donc ça ne pose pas de problème. Mais si on veut examiner la verticalité est assurée par le droit supérieur, mais également par l'oblique supérieur. Et donc, si vous demandez au patient de regarder en haut, vous avez stimulé vous avez l'action de deux muscles. Donc, pour examiner le droit supérieur, eh ben, vous voyez, il faut tourner l'œil vers l'axe du muscle à examiner. Donc, on va demander au patient de regarder en dehors et à ce moment-là, donc, d'élever les yeux. Là, vous avez examiné uniquement le droit supérieur. Pour l'oblique inférieur, la même chose. Il est là, l'oblique inférieur. Et donc, si vous voulez examiner l'action donc du muscle droit inférieur, donc on va tourner l'œil en adduction pour être dans l'axe de ce muscle avant de demander au patient donc d'élever les yeux. Et là, vous avez examiné le muscle en question. Donc, pour l'examen, donc on a la latéralité pour les droits externes. Mais si on veut examiner le droit supérieur, le patient doit regarder latéralement. Si on veut examiner l'oblique inférieur, il doit regarder en dedans. Donc, le principe, c'est tourner l'œil vers l'axe anatomique donc, du muscle en question. Pour les muscles abaisseurs, la même chose, le droit inférieur et l'oblique supérieur, et donc il faut ramener l'œil sur l'axe anatomique. Pour l'oblique supérieur, eh ben, on va demander au patient de regarder en dedans, et donc à ce moment-là, on est dans l'axe, et on va demander au patient d'abaisser l'œil. Pour le droit inférieur, la même chose, il est là, donc on demande au patient de regarder latéralement pour être dans l'axe avant donc de demander au patient de regarder en bas, et donc ça nous permet d'examiner muscle par muscle, alors que les muscles, ils agissent en synergie, et donc juste de dire regardez en haut ou en bas, on n'est pas localisateur. Donc, globalement, nous avons à examiner l'oculomotricité des patients, et donc c'est-à-dire qu'on doit leur demander de regarder dans les 6 axes cardinaux, les 6 directions cardinales. Et donc, qu'est-ce qu'on va demander? On va voir la latéralité comme ça, donc il va suivre le stylo donc latéralement, mais ensuite, d'un côté, on va remonter en haut, puis en bas,
puis on va revenir vers le côté latéral et on va remonter en haut et en bas pour examiner chaque muscle en question. Alors, maintenant, justement, quand il y a un déficit des muscles dépendants du 3, on a par exemple une lésion à ce niveau-là. Alors, ce qu'on peut avoir, c'est on peut avoir un globe oculaire qui est bloqué en dehors et en bas. Pourquoi? Parce que le 6 à ce moment-là, il tire en dehors, donc on a une abduction, et l'oblique supérieur, il tire vers le bas. Et donc, rien qu'en position primaire, vous allez pouvoir déterminer quelle atteinte vous avez. Pour le 4, eh ben, la même chose. Donc, on a une lésion à droite, mais quel est le muscle qui ne bouge pas? Vous avez la droite, et là, c'est le gauche qui ne bouge pas. Et donc, Dr Taous l'a déjà dit, il faut se rappeler qu'à partir du noyau du 4, eh ben, il y a une décussation. Et donc, une lésion à ce niveau-là va donner une atteinte du 4, un oblique supérieur contralatéral. Donc, vous avez cet oblique supérieur contralatéral qui est bloqué, qui n'arrive pas à abaisser l'œil en adduction, alors que c'est là où il est le plus fort. Et puis, il n'arrivera pas à assurer la rotation interne, et donc le patient va compenser ce déficit de rotation interne en inclinant la tête latéralement. Et puis pour le 6, c'est logique, donc là, du même côté, une lésion droite va donner une paralysie de l'abduction, et donc le patient aura juste une petite rotation de la tête pour compenser, pour mettre la cible donc, au niveau donc, du regard. Donc, en identifiant donc l'action spécifique de chaque muscle, on pourra déterminer vraiment la topographie de l'atteinte et à la fin dire est-ce qu'on a une atteinte systématisée ou pas systématisée. Donc, pour examiner globalement l'oculomotricité centrale, on va étudier la fixation oculaire. Donc, Dr Taous a déjà introduit ces notions, les saccades, les mouvements de poursuite, la convergence, le réflexe vestibulo-oculaire et le nystagmus. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque mouvement est géré par une voie spécifique et l'action finale est de maintenir les deux yeux sur une cible d'intérêt et d'assurer des mouvements vers une zone d'intérêt. Alors, les mouvements oculomoteurs, il y a des mouvements rapides, donc représentés par les saccades et la phase rapide du nystagmus, et des mouvements lents représentés par la poursuite, le réflexe vestibulo-oculaire et l'évergence. Alors, comment va commencer notre examen? D'abord, observer le patient et voir l'attitude générale du patient. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher une attitude vicieuse de la tête, comme tourner la... En fait, en général, le patient va tourner la tête vers le champ d'action déficitaire de ce muscle pour compenser donc, le mouvement qui est déficitaire. Donc, comme diagnostic topographique, une tête qui tourne à gauche va compenser un droit externe gauche. Une tête inclinée vers l'épaule, c'est une atteinte du 4, ou bien de l'oblique supérieur lui-même pour produire l'intorsion qui est déficitaire à ce moment-là. Et on peut avoir même une tête abaissée du fait d'un 4 bilatéral, et donc il ne peut pas assurer donc, cet abaissement donc, de l'œil. Donc il va être comme ça pour voir plus bas. Alors, premier mouvement donc conjugué qu'on va voir, c'est la fixation. La fixation a pour fonction, comme on dit, de maintenir l'image d'un objet directement sur la fovea et de détecter, corriger toute déviation oculaire d'un objet qu'on visualise et de supprimer des mouvements oculaires involontaires. Donc ce système de fixation s'associe au système de poursuite lent, ce n'est pas un seul système qui agit tout seul, et au système optocinétique qui vont permettre de maintenir le regard sur un objet mobile dans l'environnement ou sur un mouvement de tout l'environnement, mais aussi au système de vergence. Alors pour la fixation, on va demander au patient de fixer une cible donc d'intérêt visuel, en position primaire de loin ou de près, de rechercher une instabilité de fixation, c'est-à-dire le patient il est en train de fixer, puis il y a une saccade qui le dévie et une autre saccade qui le ramène en position initiale, ou bien elle va se manifester par un nystagmus. Donc la fixation peut être normale. Comme on peut avoir une déviation qui apparaît quand on supprime la vision binoculaire parce qu'elles se corrigent mutuellement, et donc ça c'est ce qu'on appelle les phories, c'est-à-dire qu'il y a une désaxation mineure de l'œil mais qui est compensée par le cerveau, mais quand on ferme un œil, eh ben,
la déviation va apparaître. C'est ce qu'on appelle l'éphorie et qui peuvent être dues à un effort donc visuel important ou iatrogène. Et il y a des déviations permanentes qu'on appelle les tropies. Et donc, à ce moment-là, donc, vous avez une exotropie, une entropie, une hyper ou hypotropie. Et là, donc, elle est déjà visible au niveau donc, des deux yeux quand les yeux sont ouverts. Et si on cache un œil, eh ben, elle va se corriger parce qu'on cherche toujours à assurer cette fixation de l'objet d'intérêt. Ensuite, on va s'intéresser au mouvement. Donc, on a vu la fixation, on va s'orienter vers les mouvements. Donc, on va quand même fermer un œil, parce qu'il faut toujours examiner un œil d'abord, puis l'autre, puis les deux yeux. Donc, on va fermer un œil et demander au patient de suivre une cible visuelle dans les positions cardinales pour rechercher une limitation ou une restriction des mouvements. Et donc, soit que ces anomalies d'éduction sont systématisées, et donc vous avez, c'est localisé, c'est une paralysie oculomotrice supranucléaire, internucléaire, etc. Ou bien elle est plus ou moins systématisée, donc c'est peut-être on est dans la jonction, ou bien non systématisée, et donc à ce moment-là, est-ce qu'elle est restrictive? C'est ce qu'on appelle une duction forcée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le muscle en question, il est rétracté ou restreint par une fibrose, par donc une tumeur ou autre chose. Donc, après l'éduction, on va voir les mouvements binoculaires et donc on va comparer la symétrie des deux yeux et on va suivre la cible visuelle dans les positions cardinales du regard, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, la latéralité, puis en dehors, on remonte en haut, en bas et en dedans, la même chose. Pour l'évergence, ça permet donc d'orienter les yeux en direction opposée et pour maintenir une cible visuelle donc, quand la cible s'approche du sujet, mais elle implique différents systèmes, qu'on ait d'abord une vision binoculaire, l'accommodation qui stimule la convergence et le jeu pupillaire, ce qu'on appelle le jeu pupillaire, où il y a une triade, accommodation, vergence et myosis. Donc pour l'examiner, c'est facile de dire, donc on va approcher le stylo et voir la convergence. Ce n'est pas une bonne méthode de le faire parce qu'il y a une habituation et même un sujet normal peut la perdre. Donc ce qu'on recommande, c'est de voir un optotype en vision de loin, puis approcher, lire des lettres ou un texte en vision de près, c'est plus reproductible. Et les résultats, donc soit qu'on a une convergence normale pour une atteinte supranucléaire ou internucléaire, ou une convergence pathologique quand c'est nucléaire ou infranucléaire. Pour les saccades, donc, elles ont été déjà introduites par mon collègue. Et juste pour dire que les saccades horizontales donc, dépendent de la formation réticulée parapontique et les verticales donc, du noyau rostral interstitiel du FLM. Donc, ce qui est important, c'est que ça fait partie des mouvements rapides qui vont donc essayer de placer rapidement à l'occasion d'un sujet d'intérêt. Donc, je regarde rapidement là parce que j'ai vu un flash, une notification, etc. Donc, comment on demande aux patients, la vidéo s'il vous plaît, on va demander aux patients de bouger rapidement son regard entre deux cibles visuelles sans bouger la tête, soit le doigt excentré et le nez de l'examinateur, soit entre deux cibles donc, distantes, donc de 30 cm, en verticale et en horizontale. Et on va analyser la vitesse, l'amplitude, la fixation excentrée. Est-ce qu'en fait, il dépasse la cible que vous avez déterminée? Et est-ce que les deux yeux sont symétriques? Alors, si les saccades sont normales chez quelqu'un qui n'a pas de diplopie, cela témoigne d'une intégrité du système oculomoteur. Mais si elle est déficitaire, donc là, on a besoin du réflexe donc oculovestibulaire. S'il est normal, c'est supranucléaire. Anormal, on est dans le nucléaire ou l'infranucléaire. Et si le déficit est plutôt dans l'adduction, on va tester les convergences. Quand on a une diminution de la vitesse des saccades, donc soit qu'on est dans les saccades horizontales et donc c'est la protubérance, ou verticale, on est plutôt mésencéphalique. Et si elles sont complètement dismétriques, eh ben c'est le tronc cérébral, mais également le cervelet. Pour la poursuite oculaire, je vais passer rapidement parce qu'en fait, elle n'est pas localisatrice et elle peut fluctuer selon l'âge, selon la prise d'alcool, Donc, en général, ça permet de suivre une cible qui a un mouvement lent. Ce qu'on illustre ici, le vol d'un oiseau, mais du fait qu'elle n'est pas localisatrice, donc ce n'est pas la peine de la faire, il faut examiner
les saccades qui sont plus informatifs. Le réflexe oculovestibulaire, vous le connaissez, qui va stabiliser l'image sur la rétine lors des mouvements de la tête, surtout la marche, donc les mouvements rapides. Et donc quand on marche, il y a des petits mouvements de la tête et donc on doit stabiliser l'environnement. Comment on va l'examiner? Soit par la rotation, donc les yeux de poupée, ou bien le Head Impulse Test, donc on va tenir par la main donc la tête du patient en lui demandant de fixer donc une cible et on va tourner la tête et les yeux doivent tourner dans le sens inverse pour continuer à fixer donc la cible. Donc en pathologie, justement, ils vont suivre les mouvements de la tête et puis il y aura une saccade, correctrice. Alors, quand il est normal, c'est une atteinte supranucléaire, bien sûr en présence d'une paralysie oculomotrice. Quand il est anormal, on est dans le nucléaire, le restrictif ou l'infranucléaire. Le nystagmus optocinétique, donc mon collègue l'a déjà discuté. Ce qui est important, c'est la vidéo s'il vous plaît. C'est que l'intérêt, c'est de voir que la phase rapide du nystagmus donc, est maintenue par rapport aux anomalies des autres saccades, notamment dans les tableaux d'apraxie oculomotrice ou bien dans les cécités psychogènes où le patient semble ne pas voir, mais il y aura les saccades et donc il est en train donc, de voir. Donc, et on le fait, donc ces mouvements dans le sens vertical, mais aussi dans le sens horizontal. Donc en pratique, un patient consulte pour une plainte visuelle type diplopie. Donc l'interrogatoire va s'intéresser, est-ce que c'est une diplopie mono ou binoculaire? Monoculaire, on est plutôt dans le registre ophtalmologique. Binoculaire, on est neurologique. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir si cette diplopie s'aggrave dans la vision de près ou de loin. Donc de loin, c'est la divergence. Donc est-ce qu'il y a une atteinte donc, du droit externe? De près, c'est les troubles de la convergence ou le droit interne. Est-ce qu'il y a des antécédents de strabisme ou de tilt de la tête? Donc c'est quelque chose de très ancien donc durant l'enfance. L'orientation de la double image, si elle est horizontale, donc c'est le droit interne ou externe, verticale, un 3 ou une skew deviation, oblique, orbitopathie ou myasthénie, ou torsionnelle, on est d'abord dans le 4. Et la direction de l'œil où la diplopie s'aggrave, si c'est vers le bas, c'est le 4 ou le droit interne, vers le haut, c'est les muscles dépendants du 3, et le regard latéral, c'est le droit externe homo ou bilatéral. Mais ce qui est important, la différence, c'est si elle s'aggrave au loin, c'est le droit externe, si elle s'aggrave de près, on est plutôt dans le droit interne. On veut examiner sur le plan oculomoteur, c'est d'abord les saccades. La poursuite, comme j'ai dit, c'est pas utile. Si les saccades sont normales, on arrête l'examen. Si les saccades sont absentes ou d'amplitude diminuée, eh bien c'est le réflexe oculocéphalique qui va nous orienter vers une atteinte supranucléaire ou l'autre. Et la convergence, si l'adduction est perturbée, la convergence va nous permettre de voir est-ce qu'on est en supranucléaire, internucléaire ou bien plutôt nucléaire ou infranucléaire. Donc, d'un point de vue diagnostic topographique, en infranucléaire, il y a la perturbation de tous les mouvements, et les saccades, et les poursuites, le réflexe oculocéphalique et la convergence. Dans les atteintes horizontales nucléaires et internucléaires, la même chose, perturbation des saccades, de la poursuite et du réflexe oculocéphalique. La convergence étant perturbée dans la nucléaire et conservée dans l'internucléaire. Dans les atteintes supranucléaires, c'est essentiellement la perturbation des saccades, alors qu'il y a préservation de la poursuite, du réflexe oculocéphalique et de la convergence. Et retenez l'action synergique des muscles oculomoteurs. Donc, pour examiner un muscle, on doit le mettre dans l'axe anatomique, on doit mettre l'œil dans l'axe anatomique du muscle pour l'examiner. Et donc, voilà, donc cette orientation donc, des muscles et ce schéma pour pouvoir vous retrouver dans les différentes actions des muscles en question. Je vous remercie.